Ok, c'est bon, j'ai le go, on va démarrer. Merci à tous et à toutes d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, mon talk, vous allez le voir. Merci à nos sponsors pour ce bel événement. Et pour ceux qui ont des questions, voici le QR code, puisqu'il y a quelques personnes aussi à distance. Je vous laisse quelques instants pour prendre le QR code, si besoin. Pour ceux qui sont dans la salle, il y aura les micros qui tourneront avec nos animateurs facilitateurs. Merci. Sinon, je vous propose de démarrer. Donc, mon talk s'intitule « Apprivoiser l'incertitude, une compétence agile ». Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amina Bourguiba, je suis coach agile à l'échelle. Je travaille principalement sur des missions de transformation à l'échelle, conférencière à mes heures perdues et cofondatrice des événements Booster Inspiration avec mon acolyte Farida Melouk. Et je vous propose de vraiment démarrer. Donc je voulais vous remercier pour votre présence et pour ceux qui ne peuvent pas rester parce qu'il y a 2-3 autres talks en parallèle ou parce que c'est l'heure de la pause café ou autre, je vais vous proposer d'aller directement à la conclusion. Donc le grand enseignement de ce talk se résume en 2 mots. Hakuna Matata. Merci à tous. Vous pouvez y aller. En fait, derrière Hakuna Matata, il y a de grandes paroles. Je ne sais pas si tout le monde s'en rappelle. Levez la main si ça vous dit quelque chose déjà. Waouh! On a tous la même culture. Ce mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun philosophie. Merci, super. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée? Tout simplement qu'on ne peut pas évoluer si on n'est pas en paix avec soi-même. Au passage, très grand optimiste de Pumba qui, je le rappelle, est au plus bas de la chaîne alimentaire. Sauf si peut-être que Pumba est un grand agiliste. Pour les autres, ceux qui peuvent rester, celles qui peuvent rester, je vous propose d'aller plus loin dans le talk. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'incertitude. D'incertitude, ça veut dire quoi? Tout simplement ce brouillard dans lequel on est, cette période un peu de flottement dans lequel on peut être. Et là, on est quand même obligé d'avancer. Ça veut dire quoi l'incertitude? Ça veut dire que des fois, on ne sait pas quel est le bon chemin à prendre. Ça veut dire aussi que des fois, on a l'impression, la sensation d'avancer un peu les yeux bandés, sans voir très clair à l'horizon. Mais en fait, dans nos vies perso, des choix, on en fait tous les jours. Tous les jours, vous vous dites, tiens, est-ce que je suis bien à mon boulot, est-ce que je reste? Tiens, est-ce qu'il est temps de déménager? Tiens, qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? C'est quoi le dîner du soir? Oui, ça peut se transformer en dispute, ça c'est un autre sujet. Finalement, on prend tous les jours des décisions. Alors pourquoi, si on est capable de prendre des décisions dans nos vies perso tous les jours, on se braque autant dans notre vie pro? Tout simplement parce que des fois, on a des questions, par exemple, des clients qui viennent et qui nous disent « Bon, moi, ce que j'aimerais là tout de suite, Amina, c'est que tu me donnes des KPI, du retour sur investissement, de la transfo agile, qu'on n'a pas encore lancée, pour s'assurer de voir s'il y a un intérêt à la lancer ou pas. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé? N'ayez pas honte, levez la main, parce que je vois, il y en a qui font... Ah, merci, je me sens pas seule. Youpi! Alors, pourquoi on se braque sur ce genre de questions? Parce qu'en fait, quelque part, il y a quelque chose qui arrive, et c'est le très grand, fameux « je ne sais pas ». Mais en fait, je ne sais pas, c'est simple à dire, non? Est-ce que, pour vous, c'est simple à dire? Levez la main. Que la moitié de la salle à peu près. À la base, dire je ne sais pas, c'est simple, c'est honnête, c'est franc. Et si on a un super interlocuteur en face de soi et que la bienveillance est activée, ça passe pas pour de l'incompétence ou de l'ignorance. En fait, le monde a changé. Je ne sais pas, ça s'est banalisé. Vous vous le rendez peut-être pas compte, mais ça s'est tellement banalisé
qu'aujourd'hui, dans tous les magazines, ou même sur LinkedIn, toute la journée, on trouve des décisionnomètres, on trouve aussi tout ce qui est des matrices de transformation, de risque. Tiens, tu ne sais pas, choisis, place-toi là et tu vas savoir ce que tu veux mettre ou pas. Ça s'est tellement banalisé que les gens qui savent tout, on en rigole. Dès l'enfance, madame, je sais tout. Ce qui est un peu moi, puisqu'elle est blonde, c'est ce que ma fille me dit tous les jours. Mais en fait, je ne sais pas. C'est un peu le métier des agilistes aussi, non ? Je ne sais pas ce qui va arriver, mais t'inquiète pas, on y trouvera du positif. C'est comme si on rentrait un peu dans une secte. Mais la réalité, c'est que quand je dis que je ne sais pas, ça a changé et que le monde a changé, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de dire je ne sais pas, c'est qu'on a envie d'avancer et on a envie de se jeter à l'eau derrière. Et en fait, pourquoi ? Parce que le monde a changé. Le monde, il est VUCA, oui, on est aussi dans un monde où il y a de l'individualisme excessif. Et en fait, ce nouveau monde dans lequel on vit, dans ce monde-là où il y a plein de perturbations, où il y a plein de surprises chaque jour, on l'appelle le monde de l'incertain. On est dedans. Et soyons réalistes, ça ne va pas être éphémère. Ça va durer. Du coup, si on est dans le monde de l'incertain, si on est tous là à prendre des décisions chaque jour et à avancer dans nos vies perso, et on essaye aussi dans la pro, ça signifie que finalement, on est tous dans le même environnement et qu'on est tous dans le même bateau. Qu'à un moment, il va falloir y aller, qu'il va falloir faire face aux incertitudes. Et du coup, faire face aux incertitudes, les apprivoiser, les dépasser, ça veut dire quoi ressentir de l'incertitude ? Ça veut dire quoi vivre de l'incertitude ? Alors on est tous humains, on ne vit pas les choses de la même manière, ça c'est vrai, mais quelque part on ressent des choses un peu similaires. Pour certains, ça va être, peur de l'inattendu, et quand on est face à la peur de l'inattendu, ça génère du doute, du stress, peur, risque. J'ai pas rajouté le mot adrénaline parce que j'en connais quelques-uns, mais comme ils n'étaient pas sûrs de venir dans la salle, je me suis dit c'est pas la peine. Mais oui, ça peut créer de l'adrénaline pour certains. Mais sinon, ça crée de grosses inquiétudes, une certaine vulnérabilité, un peu de confusion, un peu de hasard. En fait, tout ça, ça veut dire qu'il y a un côté un peu irrationnel et un peu de déséquilibre. Mais une fois qu'on connaît tous ces mots, une fois qu'on sait ce qu'on ressent face à une perturbation, finalement, l'incertitude, la dépasser, l'apprivoiser, c'est notre tolérance et notre degré d'adaptabilité à l'instabilité. C'est notre capacité à être flexible. Et si on parle de flexibilité, ça ne vous rappelle pas un peu l'agile dans tout ça ? Est-ce que vous vous rendez compte que des fois, quand vous arrivez devant un client, vous lui parlez une langue qu'il ne comprend pas ? Tout le monde vit des perturbations, tout le monde vit des surprises, tout le monde a ses problèmes chaque matin. Ce n'est pas que des questions de métro aussi, on est d'accord. Et puis, toc toc toc, qui arrive ? L'agiliste. Peu importe que vous soyez PO, Scrum Master, chef à plume, leader ou autre, vous arrivez et c'est nous les représentants du mindset agile, les ambassadeurs, la culture agile. Et là, vous êtes devant un client qui a entendu parler d'agile, mais pas forcément plus que ça. Et il entend plein de choses dans votre discours, des trucs qui sont liés à des perturbations, à des choses qu'il ne peut pas contrôler, dont il n'a pas l'habitude. Ta roadmap va bouger. Ton scope n'est pas fixe. Attention, arrête de développer, pose-toi un moment, réfléchis à comment tu as collaboré avec tes copains. Maximise la valeur. La valeur de quoi ? La valeur. Vous vous rendez compte ? On les stresse. Ils ne savent pas de quoi on parle. C'est normal, ils n'ont pas été sensibilisés. Mais au-delà de ça, c'est perturbant de leur dire que finalement, toute leur vie, pendant ces X années de routine à apprendre à contrôler les choses, aujourd'hui on lui dit tu vas les contrôler, mais il faut que tu acceptes que le changement va être positif. T'inquiète pas, il va y avoir des bénéfices derrière. On n'est pas des gourous, mais eux, ils ont l'impression qu'ils vont rentrer dans une secte et ils ne comprennent rien de ce qu'on dit. Et moi, je me retrouve souvent dans cette situation où je me dis mais comment faire en sorte d'embarquer mes clients dans l'inconnu et d'une manière positive ? C'est comment je fais
avancer mes clients avec moi dans l'inconnu. Comment je les embarque? Déjà, il faut que je m'embarque moi-même, mais au passage, comment je fais pour les impliquer? Et en me posant cette question, et avec mes différentes expériences, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui a changé. Il y a un changement culturel qui est en marche. Je reviens à ce fameux « je ne sais pas ». Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens disent « je ne sais pas, mais je dois y aller » ou « je veux y aller ». Ça veut dire que je sais qu'il va y avoir des perturbations, je sais que les choses vont se compliquer, mais ce n'est pas grave. J'ai décidé d'y aller. J'ai décidé de positiver le truc. Donc quelque part, à quel moment on apprivoise l'incertitude pour devenir des cracks de l'incertain? Devenir des cracks de l'incertain, est-ce que finalement ce n'est pas une des compétences que l'agile pourrait nous offrir? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans ce talk. Du coup, je vais vous faire une réponse. C'est une réponse qui n'engage que moi. À vous de vous l'approprier, l'ajuster, la réfuter. Toute remarque constructive est toujours la bienvenue aussi. Mais à vous d'en voir les bénéfices ou non. Moi, c'est ce que j'ai appelé la démarche rassurante. Donc, pour devenir un crack de l'incertain, je vous propose les 4 phases de la démarche rassurante. Les 4 phases, c'est 1, rester en mouvement, 2, cadrer l'incertain, 3, surfer sur les problèmes, 4, monitorer l'implication des autres. On va rentrer dans chacune des phases. Première phase, rester en mouvement. Ça semble logique? Ça n'est pas pour tout le monde. Pourquoi? 3 biais à casser. On va les explorer. Donc, premier biais à casser pour rester en mouvement, c'est le négativisme. On a vu une super slide avec plein d'animations et de mouvements où il n'y avait que des mots pessimistes. Bah oui, l'incertitude, ça génère ça, c'est les premiers mots qui viennent. Mais quand on va plus loin, quand on va un peu plus loin et qu'on essaie de positiver le truc, eh ben, en fait, on peut s'apercevoir qu'il y a quelque chose de bénéfique. Pourquoi? Parce que finalement, sortir de sa zone de confort, être un peu plus réactif, créer un peu plus d'ouverture, aller dans des expérimentations un peu plus petites, ça devient vital au bout d'un moment. Pourquoi c'est vital? Tout simplement parce qu'il y a un moment où il va falloir être à l'aise avec les perturbations. On ne peut pas juste trouver une perturbation devant soi et se dire « bon, qu'est-ce que je fais? Tiens, je vais aller mettre le parapluie, attendre que l'orage passe. Tiens, je vais m'enfermer dans le placard. » Il y a des fois, on est obligé de les affronter, que ce soit dans la vie perso ou pro, que vous soyez Scrum Master, PO, chef à plume ou autre, ou leader de transformation, peu importe. On est obligé de les affronter. Et les affronter et les positiver, c'est justement casser le premier biais et se dire que si on y arrive, on trouve un meilleur équilibre entre nos émotions, nos intuitions, versus les automatismes du cerveau, donc tout ce qui est la raison. Deuxième biais à casser pour rester en mouvement. Ça vous parle, cette phrase, tout court? Ouais, je vois quelques sourires. On arrive dans une transformation agile. On vous dit, bon, il est temps de créer la roadmap sur 1 an, sur 2 ans, peu importe, sur 3 ans, de qu'est-ce qu'on va faire sur cette transfo. OK. On peut dire je ne sais pas, mais bon, il y a quand même un client et je ne sais pas, c'est pas toujours acceptable. OK. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est un peu mitigé entre 2 choses. On est mitigé entre je vais essayer de planifier toutes les tâches, de découper bien à l'avance. Alors, mois 1, on fait 1, 2, 3, mois 2, tac, tac, mois 3, comme ça. Et puis, tiens, on va se laisser 1 semaine au cas où on est en retard. On va essayer de planifier à l'extrême parce qu'on est habitué à planifier à l'extrême, parce qu'on m'a demandé une roadmap, parce qu'on attend de moi que je planifie à l'extrême et on attend de moi une expertise qui dise voilà tout ce qu'on va faire et que ça rassure les gens. Mais en face de ça, on va faire une transformation. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va parier sur l'humain. On va travailler sur des personnes. On va accompagner des personnes. Moi, je ne sais pas qui va être rebelle ou pas demain. Je ne sais pas qui va être réfractaire. Je ne sais pas si l'atelier qu'on va créer, c'est le bon atelier. Je ne sais pas. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, à un moment, on ne vous dit pas de lâcher prise. Mais on vous dit quel est l'équilibre entre l'hyper-contrôle et le lâcher prise.
Dans son livre, Nina Bataille a repris un tableau que j'aime beaucoup pour muscler sa tolérance. C'est un tableau qui est super intéressant à faire. Il est un peu plus complet dans son livre. Il y a encore plus de lignes si vous aimez. Je vous invite à le tester. Vous le testez seul, parce que c'est intéressant de faire l'exercice avec soi-même, mais c'est super intéressant de le faire aussi en équipe. Et alors, si vous êtes en transfo agile avec un pôle de coach ou une cellule de transformation, LACE ou autre, peu importe, c'est vraiment le moment de le tester. À vous de trouver le juste milieu. Et enfin, troisième biais à casser pour rester en mouvement, c'est tout simplement lutter contre l'immobilisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que j'attends une décision que je dois rien faire. C'est stop à l'inaction. Ça a l'air peut-être logique ce que je dis, mais en fait non. Il y a des personnes, ils préfèrent attendre la décision pour dire je vais avoir la décision, je sais quel chemin je vais prendre. Alors qu'en fait non, on peut commencer déjà à dessiner des mini-actions, dessiner des petits chemins pour avancer. Et quand on commence à les dessiner, on peut arriver à ce genre, par exemple, d'initiative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que j'attends une décision pour savoir quelle va être l'orientation de ma transfo, du grand groupe de management qui doit décider je ne sais quoi, on peut déjà être sur le terrain et commencer à sensibiliser son équipe, l'équipe d'à côté, les autres coachs, créer du bottom-up, créer de l'intérêt. Ça peut passer par un petit open café, comme ça peut passer par, je ne sais pas, des dojos, un Lego for Scrum, on peut déjà le faire. Et plus je sensibilise, plus ça signifie que j'ai fractionné déjà des mini-tâches en baby step et que je suis dans une expérimentation. Et en attendant d'avoir tout ça, je peux déjà commencer à construire des ateliers de vision commune. Ce n'est pas parce que j'attends une décision du management, par exemple, qu'on ne peut pas travailler avec les opérationnels de qu'est-ce qu'ils ont envie de faire comme atelier dans les 6 mois à venir. Et tout ça permet de créer une véritable dynamique collective. Et à côté de ça, on a quand même des gens qui sont super stressés, qui sont super embêtés et qui ont peur d'avancer. Il faut aussi savoir les rassurer. Il ne faut pas les mettre de côté. Ce n'est pas parce que quand vous reprenez la stratégie des alliés, que tout en bas, il y a les réfractaires et on vous dit, alors ceux-là, on les traite après parce qu'on va travailler avec les alliés, les ambassadeurs et ça ira plus vite. Non, ces personnes-là, il faut aussi travailler avec eux et commencer à les rassurer parce qu'il y a une certaine manière à les embarquer. Et ça passe par les ateliers Primortem ou Remember the Future, ces ateliers où on met une timeline, où on va commencer à mettre tous les événements et perturbations difficiles qui pourraient surgir et faire planter le projet et on commence à les solutionner. Je rappelle, ensemble, on les solutionne ensemble, ce n'est pas chacun dans son coin. C'est 3 biais à casser pour rester en mouvement. Dans la deuxième phase de la démarche rassurante pour devenir des cracks de l'incertain, on a cadré l'incertain. Cadrer l'incertain, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment je vais faire pour embarquer des gens avec moi. Quelles sont les limites que je mets à mon incertain, qu'est-ce que je mets derrière? Je vous ai mis quelques citations. Je vous laisse les regarder pendant quelques secondes. Vous en connaissiez quelques-unes peut-être? Ouais. Elles ont toutes un point commun. Elles ont un point commun, c'est celui de ne rien prendre pour acquis, toutes les choses qu'on voit. Et en fait, c'est ça, cadrer l'incertain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous arrivez dans une mission, quand vous arrivez sur votre poste, il y a des convictions. Je ne parle pas des vôtres. Je parle en général de celles du collectif. Vous arrivez et on vous apprend quelles sont les convictions et vous êtes en train de vous forger les vôtres. Mais en fait, quand on arrive sur un projet, sur une mission, sur quelque chose, on a besoin de ces convictions. Et on va voir tout de suite quelles sont les zones d'ombre. À quel moment on se dit que les convictions qui sont là et qui sont existantes, elles sont légitimes et elles sont fondées? Au moment où tout le monde dit « oui, je suis d'accord » et on est tous alignés, peut-être qu'elles sont là d'un précédent collectif et que personne ne s'est posé la question derrière de « ouais, est-ce que cette conviction, elle est bonne ou pas ?» Donc en fait, même si vous avez des inconnus, il est temps de se poser des questions sur ces convictions et ces certitudes avant d'aller sur vos inconnus.
Et pour y arriver, je vous propose un des ateliers que je pratique très souvent et que j'aime beaucoup. Pourquoi je le pratique souvent? Parce qu'il nécessite que 3 post-it et qu'il est sympa et qu'en général, on peut y aller très rapidement. C'est l'atelier « Je sais, je ne sais pas ». Une ligne égale une thématique, chacun met ce qu'il sait ou ce qu'il ne sait pas, et on va voir si tout le monde est aligné, fondé, légitime, crédible, et puis d'un coup, on va trouver des zones d'ombre qu'on ne savait pas ou des convictions qu'il fallait peut-être casser. Et c'est peut-être ça cadrer l'incertain, c'est est-ce que mes convictions, mes certitudes sont légitimes avant de réfléchir à mes inconnus? On passe à la phase 3 de la démarche rassurante pour cadrer l'incertitude, pour devenir des cracks, c'est surfer sur les problèmes. Surfer sur les problèmes, c'est un peu le moment où j'ai accepté qu'il y aurait des perturbations dans ma vie, je vais les positiver, je positive les perturbations et les surprises. Donc là, on est dans la phase de « il est temps d'agir sereinement ». Donc en fait, agir sereinement, c'est tout simplement du mindset. Du mindset, ça veut dire que j'ai décidé de positiver parce que j'ai cassé certains biais, parce que j'ai décidé que c'est pas grave si ça arrive et c'est pas grave si je sais pas, on va trouver ensemble une solution, on va essayer de s'ajuster ensemble. Et si je commence à positiver, ça signifie que je suis rentrée dans une nouvelle étape, c'est celle d'avoir relativisé les complications. Et c'est un peu ce que j'appelle la phase zen. La phase zen parce que c'est une phase où je parie sur l'humain. Relativiser les complications, essayer de trouver des solutions, c'est parier sur l'humain, c'est parier sur l'autre, c'est parier sur les autres. On ne fait pas ça seul, on le fait toujours en intelligence collective et à plusieurs. C'est le moment où je recommence à voir les opportunités, où je ne vois pas que les inconvénients. Et justement, si on parle de mindset et si on parle de relativiser, relativiser, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, par exemple, vous êtes dans une mission, dans un projet, dans une transfo, peu importe votre rôle, et d'un coup, là, vous apercevez que bon, bah, la vision elle est de plus en plus floue, le management est de plus en plus rebelle, les gens n'aiment pas les ateliers qu'on propose et puis ils ne viennent plus. Enfin, il y a quelque chose qui ne marche pas, quoi. Là, on se dit stop, on s'arrête 2 minutes, et il est temps de prendre de la hauteur. Et là, la véritable solution, c'est de commencer à penser big picture. Ça veut dire quoi, penser big picture? Ça veut dire se poser des questions. C'est quoi ma vue d'ensemble? Où en sommes-nous? Où est-ce que nous voulons aller? Ah mince, est-ce qu'on doit s'ajuster, modifier ou faire autre chose carrément de différent? C'est ça, penser big picture. C'est commencer à se poser les bonnes questions et commencer à se challenger sur où on en est, où est-ce qu'on veut aller et avoir une grosse vue d'ensemble. Et pour y arriver, je le rappelle, on ne le fait pas depuis sa tour d'ivoire. Encore une fois, on le fait à plusieurs. Pourquoi le faire à plusieurs? Pourquoi j'insiste sur l'intelligence collective? Tout simplement parce que plus il y a de monde autour de vous, plus vous créez une vision avec l'ensemble des personnes, plus vous avancez avec les autres, plus vous avez une vision d'ensemble, une big picture que j'appelle multi-perspective. Et quand on commence à avoir du multi-perspective, c'est que déjà, on a pris un chemin à plusieurs et qu'on s'est impliqué ensemble. Et quelque part, il y a une forme de résilience sur laquelle on est plusieurs en collectif à travailler sur ça. Mais du coup, si on parle de relativiser, de découper, de s'ajuster, ça nous fait toujours penser au mindset agile. Parce que finalement, le mindset agile, lui, ce qu'il prône, c'est d'accueillir favorablement les changements, planifier, prioriser en collectif. Ça va être aussi toute la partie de s'ajuster, de découper, ainsi de suite, et d'être dans l'amélioration continue. En gros, surfer sur le problème, c'est adopter une posture proactive et muscler sa flexibilité. Et si je sais faire ça, ça veut dire si je sais commencer à me mettre en posture pour agir sereinement dans l'incertitude face à certaines perturbations, c'est que je suis prêt à aller à la phase 4 de la démarche rassurante pour devenir un crack ou une crack de l'incertain. C'est monitorer l'implication des autres. C'est notre rôle.
on est tous agilistes ici. Notre rôle, c'est d'essayer d'embarquer les autres, que ce soit sur un atelier, que ce soit sur du mindset, que vous soyez Scrum Master, PO, membre d'équipe, Tech, DevOps ou autre, peu importe. On est là pour s'entraîner ensemble et avancer et marcher main dans la main. Et justement, monitorer l'implication des autres, il y a un moment où on ne peut pas faire des promesses, il y a un moment où on peut en faire. C'est le fameux cône d'incertitude. Comme vous pouvez le voir, attention aux promesses faites ici où il y a les petits nuages. Bah oui, il y a encore trop de risques, il y a encore trop de choses qui peuvent arriver pour faire des promesses. Par contre, si vous avez découpé, si vous avez planifié, si vous avez expérimenté un peu et que vous avancez un peu dans votre courbe, il y a un moment, là où il y a le petit soleil, où vous allez pouvoir faire des promesses qui sont un peu plus tenables, qui sont un peu plus justifiées. C'est là où on commence à stabiliser le risque. Ok, mais monitorer l'implication des autres. Déjà, se faire des promesses entre nous ou faire des promesses aux autres, voilà, on sait quand le faire. Mais ça ne suffit pas. Comment j'implique les autres ? Comment j'implique les autres pour finalement former mon petit groupe, ma petite dynamique collective pour affronter les surprises ? C'est simple. On se crée une cellule de transformation, un petit groupe, un LACE, ou vous pouvez lui donner un autre nom, coalition, peu importe. Si c'est dans une boîte, ça peut être aussi un pôle de coach. Avec eux, on va commencer à définir quels sont nos OKR, nos objectifs qui résultent. Alors je rappelle, avec ce petit groupe, ça ne sert à rien de se mettre sur des OKR sur les 2 prochaines années. On se met des OKR sur les 6 prochains mois, tout simplement. On se dit, bah, tiens, dans 6 mois, qu'est-ce qu'on veut atteindre? Quels seront nos KPI? Comment on sait si ça a marché ou pas pour savoir qu'est-ce qu'on va faire pour les 6 mois d'après? Du coup, ça nous permet d'avoir une meilleure planification en agile, de découper un peu nos actions. Si on est dans un pôle de coach, bah, tout simplement d'avoir une stratégie de coaching pour 6 mois et se dire, bon, bah, tiens, pendant 3 mois, on va faire de l'émulation. Les 3 mois d'après, on va faire un peu plus de formation. Et tiens, on va mélanger les deux. Qui fait quoi, comment? C'est tout simplement avoir un peu de plan. C'est aussi avoir un peu une vision d'ensemble de qu'est-ce qu'on veut réaliser au bout de ces 6 mois et qu'est-ce qu'on veut atteindre, qui on va toucher. Et enfin, c'est toujours et encore, puisque j'ai une cellule de transformation, créer une dynamique collective. C'est important de créer une dynamique collective pour impliquer les autres. Parce que quand on est tous dans la même cellule de transformation, ben on s'entraîne les uns vers les autres, on avance ensemble. Il y a toujours quelqu'un qui a une expertise plus que l'autre. Et justement, toutes les bonnes personnes seront réunies dans cette cellule pour aider, pour avancer. Du coup, pour résumer, c'est que demain, ma démarche rassurante, en 4 phases, me permettrait véritablement de répondre à la question de comment je fais avancer des personnes avec moi vers l'inconnu. Et pour y arriver, on a vu posture proactive, tolérance, adaptabilité, positiver, big picture, relativiser, blabla, blabla, blabla. Blabla, blabla, blabla. Et là, c'est le moment où vous me dites, bon, bah, écoute, super, c'est sympa ta démarche, t'as scientisé, t'as mis 4 mots, et ainsi de suite. Mais moi, demain, je vais aller devant un client, je lui sors ça, est-ce que ça va marcher? Alors non, pas du tout. Mais pas du tout. Le but, c'est pas de la sortir à un client et de lui dire, voilà ce qu'on va faire et comment on va rassurer au max les gens. Oui, c'est une démarche rassurante pour se rassurer au max, pour trouver la bonne manière de choisir les bonnes pratiques, les bons ateliers, mais ce n'est pas un truc qu'on va montrer aux clients en leur disant « tiens, je te vends ça ». Ça, ce n'est pas une formule magique. C'est une boîte à outils. À vous de vous l'approprier et de l'ajuster en mettant vos bonnes pratiques, vos outils à vous et vos ateliers. Donc la réponse est « est-ce que les clients sont convaincus d'aller vers l'inconnu avec moi ?» Et c'est plutôt « est-ce que c'est la question ?» Est-ce que mes clients sont convaincus d'aller dans l'inconnu avec moi? Est-ce qu'en gros, quand ils regardent, je ne sais pas moi, une belle image de brume comme ça, ils me disent « c'est magnifique la brume, je vois rien, j'adore aller avancer dans l'inconnu, des KPI, à quoi ça sert ?» Est-ce qu'ils vont vous dire ça? Ben non, ils ne vont jamais vous dire ça. Ils ne vont jamais vous dire ça. La réalité, c'est que le client, ou les clients, le véritable enjeu, la seule chose qu'ils recherchent pour avancer dans la brume et trouver ça magnifique avec vous
et positiver tout simplement. Le véritable enjeu, c'est de créer la confiance. Si vous avez confiance en vous pour déjà positiver, agir sereinement, c'est un bon plus. Mais si en plus, on a réussi à créer une confiance commune, collective, c'est là qu'on commence à démarrer les choses. Et c'est là qu'il y a une première qualité qui apparaît. Et justement, cette première qualité, c'est qu'on devient à l'aise avec les perturbations, avec l'incertitude. Et que si on est en plus en groupe, ça veut dire qu'on essaie de la dompter, de l'apprivoiser en collectif. Cette qualité, c'est en gros une compétence. Une compétence qui est inconsciente au départ, ça veut dire que je ne sais pas, que je ne maîtrise pas ça, je ne m'en rends pas compte, je ne vois pas l'intérêt, je ne sais pas tout simplement. Et quand on dépasse les 4 phases d'apprentissage de PNL et qu'on arrive à la 4e, ça devient une compétence inconsciente, ça devient une compétence naturelle. Je sais que je l'ai, je n'y pense même plus, elle s'active toute seule au bon moment. Et c'est là que apprivoiser l'incertitude devient peut-être une compétence naturelle à développer. Et vous allez me dire, bon, si on parle de compétences, c'est que ça y est, on est peut-être devenus des cracks de l'incertain. Peut-être, peut-être pas, mais déjà, j'arrête pas de dire devenir des cracks de l'incertain. Qu'est-ce que je mets derrière ? Crack pour 4 lettres. C pour comprendre. Comprendre, ça signifie reprendre de la hauteur, penser big picture. Deuxièmement, R pour rester flexible. Ça veut dire expérimenter, découper en baby step. 3, apprendre, parce qu'on est toujours là pour s'ajuster, faire de l'introspection, de la rétrospective. Et enfin, le dernier, c'est collaborer, parce que, quelle que soit l'étape, on collabore toujours avec les autres. J'ai assez insisté sur l'intelligence collective, on avance ensemble. Donc en fait, devenir un crack de l'incertain, ça veut dire qu'on a une compétence naturelle à développer et que peut-être que c'est le mindset agile qui nous l'offre. Peut-être que c'est une des compétences un peu naturelles que l'agile pourrait nous offrir. Du coup, que retenir de ce talk ? À part dompter vos incertitudes, faites-en une compétence. Tout simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que quelque part, il faut se faire confiance. Des perturbations, vous allez rencontrer tous les jours. Perso, pro, peu importe. Transfo agile, client agréable, pas agréable, quel que soit votre rôle. Si vous avez beaucoup de plumes ou pas sur votre chapeau ou pas, peu importe qui que vous soyez, on va en rencontrer. Il faut se faire confiance. Il faut essayer de le positiver pour pouvoir agir. Et se faire confiance et commencer à agir, ne pas rester dans l'immobilisme, c'est ce qui permet de créer la confiance des autres et d'embarquer les autres dans une transfo, dans un changement, dans une évolution de mindset, peu importe, c'est ce qui permet de les impliquer, de les emmener avec nous et de transformer l'incertitude en allié. Et si ce n'est pas le cas, et si vous vous retrouvez dans une situation un peu compliquée, de temps en temps, c'est le moment de s'arrêter, de respirer un bon coup et de se dire Hakuna Matata. Merci. Juste avant de passer aux questions-réponses. Donc, pour aller plus loin, je vous ai mis mes lectures et les chefs-d'œuvre qui m'ont permis d'arriver à ça. Je pense que vous en connaissez un. J'ai aussi écrit un livre qui n'est pas encore totalement sorti, mais je crois que... c'est distribué, voilà. C'est distribué à quelques personnes. Il sort le 5 octobre. Moi, j'ai quelques autres exemplaires si jamais vous souhaitez en avoir derrière. Et mon livre, par contre, c'est pas sur une compétence agile, c'est une compétence, donc c'est une lecture plus accessible où l'agilité est plus vulgarisée d'une certaine manière. Et enfin, n'oubliez pas de me laisser un feedback parce que j'ai toujours besoin de feedback. Je propose qu'on passe aux questions-réponses. Dans la salle, tout était clair. Ah. Là, si on se dit que gérer l'incertitude, c'est une compétence, du coup, forcément, dans ma tête, je fais le lien avec une compétence, ça se transmet, ça se développe, ça s'évalue.
Est-ce que vous, dans votre réflexion globale, vous allez jusque-là ou justement, c'est quoi la différence que vous faites entre une compétence et une compétence agile? Merci. Alors, il y a plusieurs questions dans ta question, donc je vais essayer de répondre, pas dans l'ordre parce que je ne suis pas encore une grande pro, mais en gros, ce que j'essaie de dire, c'est que de toute façon, l'expérience de la vie, c'est apprendre en continu. Donc tous les jours, que ce soit un problème de métro, que ce soit un problème de dîner, que ce soit un problème de boulot, tous les jours, vous rencontrez des perturbations. La différence entre chacun d'entre nous, c'est comment on gère ces perturbations. Est-ce qu'on s'énerve? Est-ce que c'est quelque chose qui génère du stress? Est-ce que c'est de l'adrénaline? Est-ce que c'est du je m'en foutisme? Peu importe. Et en fait, au fur et à mesure d'avoir ces perturbations, qui des fois se répètent, est-ce qu'on apprend des leçons, que ce soit au boulot ou en perso? Et à force de se réajuster sans cesse, on commence à prendre conscience que, tiens, la prochaine fois, je ne ferai pas comme ça. Tiens, la prochaine fois, j'essaierai de faire de cette manière-là. Et c'est là on commence à parler d'une compétence qui se développe, parce qu'on commence à la conscientiser. Et commencer à la conscientiser et commencer à être positif vis-à-vis des perturbations, se sentir à l'aise et ne pas dire « Ah, encore » ou un truc comme ça. Finalement, c'est d'une certaine manière devenir ce que j'appelle un crack ou une craque de l'incertain. Le véritable enjeu derrière, c'est pas de vivre cette compétence tout seul, c'est d'embarquer les autres. Notre métier d'agiliste, c'est de travailler main dans la main avec des équipes, avec des Scrum Masters, PO, coach et ainsi de suite. Donc finalement, c'est d'impliquer les autres pour faire évoluer leur propre mindset, pour aller vers de nouvelles pratiques. Et tout ça, ça leur fait peur, ils ne comprennent pas. Donc oui, c'est une compétence. Oui, c'est peut-être le mindset agile qui nous l'offre parce que finalement, personnellement en tout cas, de mon côté, je pense que être agile, vivre l'agilité, l'avoir dans son ADN, l'adopter et l'adapter dans sa vie de tous les jours, me permet de ne pas vivre de manière négative les perturbations. Et par contre, moi, j'adore embarquer des gens un peu vers l'inattendu et de trouver comment les rassurer, et pas juste par des KPI. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question. Moi, j'aurais plutôt une remarque qu'une question. Je trouve que c'est très français d'être dans le négativisme. On va surtout dire c'est pas faux, c'est pas mal, des choses comme ça. Et casser cette démarche, ça nous fait rentrer un peu dans ce mindset un peu plus où on devient un peu gourou, un peu open-minded, etc. Mais du coup, se reposer la question et s'auto-corriger, je trouve que ça apporte du bon. Ouais. Merci pour ta remarque. Alors moi, je la partage complètement. Je suis franco-tunisienne. Sache que c'est très tunisien de voir le mal partout aussi. Surtout en ce moment, j'ai envie de dire, à cette époque où il y a des tsunamis qui se réveillent, des séismes qui se réveillent, l'inflation, les sous, le truc. Enfin, j'ai envie de dire oui. Après, je suis pas coach pro ni de yoga, mais j'ai envie de te répondre, le positivisme appelle le positivisme. Donc en fait, mais ça c'est ma manière de voir les choses. Alors ça peut être embêtant quand tu as des amis qui viennent te raconter un problème, tu dis alors le point positif de tout ça, et elle te dit non, il n'y a pas de point positif, arrête. C'est vrai, mais moi je pense vraiment que quelles que soient les perturbations, essayer de les positivités, essayer toujours de voir l'opportunité, c'est ce qui permet peut-être d'aller un peu plus loin dans sa réflexion et dans ses convictions personnelles. Dans l'une de mes missions actuelles, on est dans un groupe de coachs et à chaque fin de phrase, qu'elle soit positive ou négative, je leur fais « yeah » et je leur demande de le faire avec moi juste pour qu'on positive. Alors on le fait à la galvanisation américaine, mais ça marche bien. Je trouve que ça marche bien. On rigole souvent, quelle que soit la perturbation ou la nouvelle qui est arrivée. C'est peut-être une manière aussi d'agir. Dernière question. Oui, Amina. Je fais partie des personnes qui font Yeah avec Amina, pour la petite histoire. Du coup, est-ce que ça se mesure, cette capacité de mieux gérer l'incertitude? Comment le faire ressortir dans une organisation? Merci, Monsieur Dufour.
pour les questions pertinentes. Je ne me suis pas encore posé la question de cette manière-là. Moi, je suis plutôt, pour l'instant, en train de me poser la question sur le qualitatif. Ça veut dire que, par exemple, quand tu regardes le tableau de muscler sa flexibilité, où on dit j'ai besoin de tout contrôler ou pas, enfin hyper contrôle, lâcher prise, tu fais l'exercice une fois et tu le refais 6 mois après. Donc ça permet de voir est-ce qu'on a évolué, est-ce qu'on est un peu plus positif. Les ateliers je sais, je ne sais pas, c'est aussi le refaire un peu tous les 6 mois pour voir si les nouvelles convictions qu'on a s'ajustent ou pas. Maintenant, comment le mesurer de manière quantitative? Ça se mesure un peu par les actions, par du bien-être, dans une cellule de transformation. Si au bout de 6 mois, on a atteint nos OKR, que les gens sont contents, qu'on a l'impression de rassurer au max via des sondages qu'on fait et que les gens ont envie d'y aller, que l'audience cible, finalement, elle a évolué x2 parce qu'on a des gens qui veulent être embarqués et qu'on n'avait pas envisagé, c'est peut-être ça. Donc c'est plutôt comment s'assurer qu'on fait les bons choix ensemble et comment on les mesure. Merci. Bonjour Amina, merci beaucoup pour la conférence. Moi j'ai une question par rapport à l'incertitude, le fait de le voir justement comme compétence. J'ai l'impression qu'il y a ici une part de développement personnel. Vous parliez de PNL tout à l'heure, du fait qu'on a une compétence mais on ne sait pas qu'on l'a, etc. Est-ce qu'il y a justement des méthodes de développement personnel qui permettent de développer cette compétence en parallèle de ce qui est fait dans l'agilité sur les découpages, sur tout ce qui peut pallier, par exemple, à l'incertitude? Il y a 2 réponses. Il y a une réponse de moi, en tant que personne, j'ai envie de développer un peu cette compétence de mieux apprivoiser, mieux positiver l'incertitude. Et là, du coup, j'ai envie de dire, c'est du coaching, c'est du positivisme, c'est une démarche personnelle. Après, mon message, il était, oui, c'est bien d'avoir la démarche personnelle, c'est bien déjà de se poser la question de, est-ce que quand une perturbation arrive, je sais gérer, est-ce que je prends peur ou pas? C'est juste déjà se demander, prendre conscience, est-ce que je peux gérer? Après, mon message, et c'est la deuxième réponse, il était plus loin, c'était, on est tous les jours, nous, confrontés, dans nos métiers, à des personnes qu'on veut embarquer sur quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qui changent des fois les routines de personnes qui ont 20 ans de carrière derrière eux. Ça, c'est plus que de l'incertitude, c'est de l'inconnu. C'est pourquoi tu bouleverses mon travail, j'arrive bientôt à la retraite, j'ai pas envie de changer. Enfin, c'est des phrases comme ça qu'on entend aussi. Et là, en fait, la réalité, c'est comment j'embarque ces personnes vers l'inconnu? Pourquoi je les embarque? Comment je les rassure? Alors que dans leur vie perso, ils arrivent à avancer, déménager, choisir leur dîner, s'il n'y a pas de métro, trouver une solution pour rentrer chez eux. Et donc, en fait, le message, il est à 2 niveaux. Il y a le personnel, et là, peut-être que le coaching, le développement personnel, les livres, les lectures, le positivisme peut aider. Moi, je fais partie des gens qui aiment les sports, enfin, faire du sport et beaucoup de cardio, et ça m'aide. Il y a d'autres qui préfèrent le yoga, se recentrer sur eux, aller au spa, enfin, chacun son truc. Et puis après, comme je te disais, il y a donc le message un peu plus collectif. Et c'est là, en fait, que mon message intervient, c'est comment ma compétence que j'essaie de développer, ou ma compétence un peu naturelle d'affronter la vie, je peux l'utiliser au boulot, et en plus, l'utiliser en collectif avec plusieurs personnes, et on se rassure pour avancer ensemble sur un chemin qui n'est pas encore tracé. Merci pour la réponse. Merci beaucoup.